Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Équilibrez-vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'a pas été abordé pour le moment, qui vous allez voir qui est super intéressant, qui sont les allergies alimentaires. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné du docteur Camille Lieners, qui est biologiste et conseiller scientifique dans une grande entreprise spécialisée dans les tests justement d'allergies alimentaires. On va parler de tout ça en détail. Il y a plein de choses que vous allez apprendre dans ce podcast. Vous allez voir, ça va être très, très intéressant. Docteur Lieners, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous parler brièvement de votre parcours pour que les gens vous connaissent un petit peu mieux? Oui, donc donc j'ai fait mes études. Bon, je suis maintenant 66 ans. J'ai fait mes études à l'université technique de Vienne en Autriche, où j'ai terminé donc mon doctorat en 89. Sur le sujet de la bio. Bon, je suis biochimiste, microbiologie, et donc ma principale occupation, c'était effectivement la biologie clinique. Donc après, je suis retourné au Luxembourg, où j'ai démarré mon propre laboratoire de biologie clinique, qui au début était tout petit, mais qui a grandi, et en 97, donc j'ai créé les laboratoires réunis, que certains peut-être ont déjà parlé, parce qu'on est maintenant présent au niveau international. Voilà, bon, j'ai fait pas mal de publications, et une de mes préoccupations était effectivement de créer des tests moi-même. Et donc, c'est comme ça aussi que je me suis intéressé à EmuPro, donc ce test disons d'hypersensibilité alimentaire. On va encore revenir un petit peu après sur les termes corrects, parce que là, tantôt, vous avez dit allergie alimentaire, mais là, il faut faire attention. Les allergies alimentaires classiques, c'est autre chose. Donc, on va y revenir. Voilà, et puis après… On en reparlera effectivement, parce que c'est un sujet qui est un peu complexe. Donc, vous allez nous dégrossir un peu tout ça pour que les gens comprennent bien de quoi on parle, effectivement. Voilà. Et bon, maintenant, je suis le chairman, donc le président du conseil scientifique international d'EmuPro au sein de la société allemande qui produit les kits. Ok. Et qu'est-ce qui vous a justement emmené à travailler avec EmuPro? Vous trouviez que dans le panel de ce qui existait, il n'y avait pas suffisamment d'entreprises qualifiées pour effectuer des tests alimentaires? Disons, à l'époque, ça n'existait même pas. Donc, il y avait une ou deux sociétés, une anglaise et une aux États-Unis, qui présentaient un petit peu, qui commençaient de fin des années 90, ou en 80, oui, fin des années 90, à proposer des tests pareils, mais c'était rien de concret, c'était pas disponible en Europe. Et la société Biopharm en Allemagne, avec qui je travaillais avec mon labo pour d'autres tests, il avait dit qu'il allait développer un test pour maigrir, donc un test biologique pour maigrir. Bon, puisque j'avais toujours un petit peu de problème de poids, je me disais, voilà, bon, ça c'est quelque chose que je vais tester. Donc, je me suis proposé comme bêta-testeur, en fait. Et 6 mois plus tard, ils ont dit, voilà, on est plus ou moins prêt. Est-ce que tu voudrais tester le test? Et c'est là qu'ils m'ont ouvert l'idée des IgG, donc qui dosaient des IgG alimentaires pour maigrir. Bon, honnêtement, j'y croyais pas du tout. Donc, je me disais, mais c'est quoi ça? Donc, les IgG, pour un biologiste ou un médecin, les IgG, c'est quelque chose de protecteur. Donc, ça nous protège contre les virus, contre les bactéries. On fait des vaccinations. Quand on fait une vaccination, donc on produit des IgG contre l'antigène du vaccin, donc pour nous protéger de ne pas être infecté. Donc, comment un IgG pourrait donc m'aider à maigrir? Donc, j'ai réfléchi, et là, en tant que biochimiste, ça m'a aidé, parce que il faut aller voir pourquoi la question, et pourquoi ça peut nous aider. Et voilà. Donc, il faut comprendre le mécanisme, ce que fait un IgG. Ce qui fait un IgG, ou un anticorps tout court, c'est qu'il reconnaît un agresseur, et il se colle dessus, et il les fait visibles au système immunitaire, donc les cellules phagocytaires, comme on dit. Donc, c'est des cellules qui détruisent ce complexe. C'est ça l'effet d'une vaccination ou d'un IgG. Et maintenant, si ça se dirige contre un virus, c'est protectif, parce que voilà, il est détruit, il ne va pas se développer, et ça passe.
Mais la réaction est tout à fait la même contre un aliment. Donc, si l'anticorps reconnaît l'aliment, il va se fixer dessus et va le détruire. Et maintenant, quelle est la conséquence de cette destruction ou comment est-ce qu'on appelle ce processus? Ce n'est rien d'autre qu'une réaction inflammatoire. Donc, l'inflammation est quelque chose de très, très important. Ça nous protège de nos agresseurs. Et si ça se dirige contre un herpès ou un virus d'un herpès ou un autre qu'on a peut-être la chance d'attraper une fois dans sa vie ou une fois par an si on est dans le médical, ça nous protège. Mais c'est limité dans le temps et c'est instantané. Mais si cette réaction maintenant se dirige contre un aliment qu'on consomme régulièrement, voire chaque jour ou 3 fois par semaine, ça devient une inflammation chronique. Elle est de bas grade, donc c'est pas quelque chose de fulminant, on ne va pas développer de la fièvre, mais c'est une réaction inflammatoire chronique. Et aujourd'hui, on sait que l'inflammation inflammatoire chronique, c'est le plus grand défi et le processus le plus important du vieillissement et des maladies chroniques. Et voilà. Il y a beaucoup de maladies qui commencent par l'inflammation, en fait. Souvent, ça démarre par là et on peut avoir plein de symptômes. Voilà. Et une des conséquences aussi, c'est donc que cette réaction inflammatoire chronique bloque les récepteurs d'insuline. Donc, c'est-à-dire que ça crée une sorte de prédiabète de type 2. Et donc, le corps ne peut pas assimiler donc l'énergie qu'on a consommée. Et bien sûr, donc, il va le transformer en acide gras et il va le déposer dans la masse adipeuse. En fait, en plus, la masse adipeuse est pro-inflammatoire elle-même, et donc ça devient un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, ouais. Et au bout d'un an, vous remarquez, j'ai pris 3-4 kilos, mais j'ai fait tant de sport qu'avant, je mange comme avant, donc on ne peut pas s'expliquer. Et ça, c'est le problème. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, OK, on va le faire. Et effectivement, donc, j'ai perdu 18 kilos dans 3 mois. Et je mangeais, et ça je dis toujours, je mangeais plus de frites, 3 fois plus de frites qu'avant, donc c'était pas les calories, mais c'était certains aliments. Et voilà, donc je faisais ça de façon très très stricte, et je me pesais chaque jour, et ça c'est important. Il faut se peser chaque jour. Donc, les nutritionnistes vous disent, quand vous faites un régime, ne vous pesez pas chaque jour parce que vous allez être frustré, parce que vous avez des up and downs. Et c'est justement ça, parce que chaque réaction inflammatoire crée une rétention d'eau. Et cette rétention d'eau, c'est ce que vous voyez le lendemain sur la balance. Donc, si vous avez des variations de poids, ça va aller de 1 à 2 kilos d'un jour à l'autre, ça veut dire que vous avez mangé quelque chose non compatible qui a tout simplement donc causé une rétention d'eau. Et voilà, donc je me suis pesé chaque jour et donc j'avais vraiment une courbe de perte de poids très très stable. Et un jour, j'ai mangé une glace, parce que j'étais aussi très très réactif au lait de vache. Et ce jour-là, le lendemain, j'avais 2 kilos de plus sur la balance. 3 jours plus tard, je suis revenu à la normale et donc j'ai continué. Et donc, là aussi, j'ai compris, voilà, le poids et les variations de poids sont des indicateurs très, très importants pour identifier donc des hypersensibilités alimentaires. Ok, super intéressant. En fait, tout est venu à la base par une volonté de perdre du poids et en fait, de fil en aiguille, vous êtes arrivé dans ce domaine-là. C'est assez incroyable quand même. Voilà. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que, après 3 mois, donc, j'ai fait une analyse classique, clinique, et j'ai vu que mon taux de cholestérol a passé de 7,37 à 5,15. Et depuis maintenant 24 ans, il varie entre 5,15 et 4,43 millimoles par litre, donc, ou 200 mg par décilitre pour les anciennes nomenclatures. Donc, ça reste très, très, très stable. Je n'ai jamais pris de médicaments de cholestérol et ainsi de suite, hein, donc pas du tout. Et tous les autres substrats, c'est-à-dire l'acide urique, la créatinine, le glucose et tout ça, a baissé de 35%. Et donc là, je vis, voilà, là, il y a beaucoup plus derrière que juste de perdre du poids. Et c'est juste tous les indicateurs de la santé aujourd'hui sont parfaits, quoi. Ouais, voilà. Et
les effets, donc les gens qui font le test, ils me rapportent tous les mêmes histoires. C'est après 3-4 jours, vous vous réveillez comme un nouveau-né. Donc, moi qui ai été toujours fatigué, je me réveillais jamais bien le matin. Donc, d'un coup, je me levais à 6 heures pour laver la voiture. Donc, j'avais une énergie que j'avais pas du tout. J'étais plus du tout dépressif. Donc, tous mes problèmes de comportement, comme on dirait, ont disparu. J'avais des problèmes comme une crise cardiaque, donc toujours des piqûres dans la poitrine. J'ai consulté des spécialistes et tout ça. Bon, organiquement, tout était OK. Donc, ils me disaient, bon, peut-être c'est du stress. Bon, mais je n'avais pas le stress. Hein, donc, et si j'avais du stress, j'avais beaucoup, mais c'était un stress positif. Donc, ce n'était pas ça. Et au bout de 3 semaines, je me suis rendu compte que j'avais plus ces douleurs. Hein. Et depuis, j'en ai plus. Donc, ça fait 24 ans maintenant que j'en ai plus. Et je sais aussi de quoi ça vient. Mais ça, on va en revenir plus tard, peut-être. Donc ça, c'est quand même très encourageant pour les gens qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'à la base, peut-être qu'ils ont plein de problèmes de santé qui s'accumulent, qui engendrent des cercles vicieux, alors qu'à la base, le problème, c'est de l'inflammation qui est induite par des intolérances alimentaires, en fait. Oui, tout à fait. Alors, justement, pour bien qu'on soit d'accord sur les termes, parce que vous l'avez fait remarquer en début avec beaucoup de précision, est-ce que vous pourriez nous définir la différence entre allergie alimentaire, intolérance alimentaire, pour que voilà, on soit bien au clair sur les termes et qu'on ne fasse pas d'erreur de langage? Oui. Donc, en général, on parle donc d'allergie alimentaire quand c'est une allergie qu'on appelle de type 1, donc c'est-à-dire des allergies classiques que tout le monde connaît. Donc, vous mangez une fraise et vous avez le gonflement de la gencive, tout comme des démangeaisons et tout ça, ou ceux de l'arachide, par exemple, qui peut être fatal. Donc, ça peut être pas très grave, mais ça peut être fatal, donc juste ce qu'on appelle une anaphylaxie, c'est-à-dire même la mort. Si on n'est pas traité immédiatement. Donc, c'est une pathologie aiguë qui se manifeste très, très vite après la consommation d'un aliment. Et donc là, c'est genre quelques secondes en général, quelques secondes suffisent pour que l'effet arrive? Je dirais plutôt 2 minutes, peut-être, donc quelques minutes. D'accord. Quelques minutes jusqu'à au maximum 2 heures. Si après 2 heures, il n'y a rien, donc c'est plus ou moins rien. D'accord. Et donc, voilà. Et là, donc, il y a un anticorps qu'on peut doser. Et c'est un anticorps qui s'appelle IgE. Donc, c'est le domaine, effectivement, des allergologues. Donc, si on a ce problème-là, donc il faut consulter un allergologue pour un traitement. Maintenant, les IgG, j'aime pas les appeler allergies. Bon, le terme correct serait allergie de type 3. Bon, parce qu'il y a une qualification de Coombs qui dit, voilà, il y a 4 types d'allergies et celle à IgG, on l'appelle allergie de type 3. Moi, pour justement ne pas avoir cette confusion de termes d'allergie, moi, je préfère dire hypersensibilité. Donc, hypersensibilité à IgG, c'est très clair. Donc, et là, la grande différence est que, ces réactions-là ne sont pas immédiates, mais elles sont retardées. Parce qu'il faut qu'effectivement l'aliment soit résorbé au niveau intestinal pour démarrer ces réactions. Donc, et en général, les premiers symptômes peuvent se manifester 3 heures après la consommation, mais ça peut aussi durer jusqu'à 3 jours. Donc, parce que ça fait 3 jours, ça prend 3 jours pour qu'un aliment soit éliminé du corps. Donc, cette réaction est présente. Et ça dépend bien sûr aussi des récepteurs au niveau du corps. Donc, chaque personne n'aura pas les mêmes symptômes si elle aura un résultat positif, par exemple, pour la pomme. Donc, il y aura des gens qui n'ont peut-être rien du tout. Il y en a d'autres qui vont avoir un problème, un site spécifique. Et puis, il y a les intolérances alimentaires, ce qu'on appelle des intolérances alimentaires. Et là, donc, c'est en principe des déficiences enzymatiques. Donc, c'est-à-dire, c'est pas immunologique, il n'y a pas d'anticorps impliqué. L'exemple classique, c'est l'intolérance au lactose, par exemple, où on a tout simplement une enzyme qui manque pour décomposer le sucre. Lactase, ouais. Qui fait donc qu'il y a
cette problématique. Donc, ça, c'est les 3 niveaux, disons, importants à distinguer quand on parle des aliments ou bon, bien sûr, il y a encore l'empoisonnement et tout ça, mais bon, mais ça, on n'en parle pas maintenant. Donc, ouais. Ok, c'est beaucoup plus clair, merci. Donc aujourd'hui, vous, les tests que vous proposez avec ImuPro, c'est plus des tests justement d'hypersensibilité en fait alimentaire. Tout à fait, oui. D'accord. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens justement qui sont hypersensibles à beaucoup d'aliments et qu'il y a une recrudescence en fait ces dernières années. Alors peut-être parce qu'il y a plus de tests aussi, c'est peut-être biaisé à ce niveau-là. Mais est-ce qu'à la base, il n'y aurait pas une augmentation des problèmes avec les aliments? Vous parliez tout à l'heure que pour l'hypersensibilité, ça se passe principalement au niveau de l'intestin, parce que c'est là qu'on va avoir donc le passage de l'aliment dans le sang. Est-ce qu'on aurait des liens par rapport au microbiote? Est-ce qu'on aurait des liens par rapport à l'environnement? Est-ce qu'on aurait des liens par rapport justement à la santé intestinale? On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes intestinaux, comme par exemple de l'hyperperméabilité. On a une recrudescence aussi de l'intestin irritable, etc. Est-ce qu'il y a un lien entre santé intestinale et hypersensibilité aux aliments et qui pourrait expliquer cette recrudescence d'hypersensibilité ces dernières années? Oui, absolument. Donc, vous avez tout à fait raison. Donc, il y a 20 ans, il n'y avait pas de test. Donc, s'il n'y a pas de test, il n'y a pas de résultat. Ce n'était pas connu. Donc, effectivement, donc, une des raisons pour laquelle on en parle de plus en plus, c'est effectivement parce qu'il y a des tests qui existent. Il y a plus de gens qui en font des tests et qui voient les résultats suite à l'éviction des aliments qu'ils font. Bon, ça, c'est certain, ça, c'est un impact. Mais bien sûr, l'intestin, en fait, j'avais dit une fois, il n'y a pas d'intolérance ou d'hypersensibilité alimentaire quand il n'y a pas d'hyperperméabilité intestinale. Bon, c'est peut-être pas tout à fait correct, mais c'est un peu ça. Donc, effectivement, donc l'intestin, c'est une barrière physique qui nous protège. Donc, en fait, c'est l'interface principale vers l'extérieur. Donc, les gens pensent que c'est la peau. Non, mais c'est le tube digestif qui a la plus grande surface. Et qui donc oui et l'interface pour l'extérieur. Bon, tout ce qu'on met dans la bouche doit passer par là et donc va être soit traité ou digéré ou absorbé ou éliminé. Donc c'est clair que l'intégrité intestinale c'est la clé de notre santé et aussi oui, la clé de nos maladies, hein, en fin de compte. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui impacte le microbiote? Il y a plein de choses. Il y a l'environnement, il y a les métaux lourds, il y a tout ce qui est... Est-ce que, par exemple, l'alimentation ultra transformée aussi pourrait expliquer que notre microbiote n'aime pas trop ça, par exemple, quand on consomme principalement des aliments ultra transformés, des pizzas industrielles, des gâteaux, du sucre à foison? Voilà, donc, et surtout les conservateurs. Donc, si vous avez une pizza qui se conserve pendant 3 semaines, eh ben, ça veut dire que les bactéries, les moisissures sont inhibées, donc, et on a le même effet sur notre flore intestinale. Donc, si vous consommez en permanence des produits transformés, hyper conservés, oui, c'est clair que notre microbiote va souffrir et il va s'adapter. Et justement, donc, et si on consomme des aliments pro-inflammatoires, on va créer un terrain pro-inflammatoire au niveau de l'intestin, parce que ce sont des bactéries pro-inflammatoires qui vont en résulter. Et c'est relativement simple, à la limite, de détecter une dysbiose. Si vous allez au sel et que ça sent mal, ça pue, ça veut dire que vous avez déjà une dysbiose, parce que quelqu'un qui a une alimentation saine et qui n'a pas une dysbiose, ça sent pratiquement pas. Donc, et si ça commence à sentir mal, ça veut dire que vous avez une flore de putréfaction qui est en prédominance, et une flore de putréfaction est d'office pro-inflammatoire. Et voilà. Okay. Et pro-inflammatoire au niveau intestinal veut dire que vous allez aussi recruter des cellules, des lymphocytes pro-inflammatoires, c'est-à-dire des lymphocytes de la ligne T17, donc TH17, et TH17
va contribuer donc à la production d'anticorps pro-inflammatoires. Maintenant, si vous avez des polymorphismes génétiques qui vous prédisposent à faire des allergies à IgE, aussi dans ce cas-là, vous allez avoir plus d'allergies, donc des vraies allergies. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui cause tout ça? Regardez comment les gens se nourrissent aujourd'hui. À midi, ça doit aller vite. Bon, en France, c'est encore un peu différent qu'en Allemagne, par exemple, qu'au Luxembourg. En France, on a quand même encore la coutume de faire la pause de midi. C'est vrai. Ce qui Au me moins gêne. une heure, souvent Voilà, une des heure. fois, c'est ce qui me gêne parce que les gens ne sont pas disponibles. Nous, on fait un peu moins, mais cette pause de midi est importante pour se mettre assis et manger quelque chose de correct et pas seulement des sandwichs et des sandwichs et des sandwichs et des pizzas et des nouilles. Donc, et c'est ça, c'est le grand problème. L'autre problème, c'est la transformation des aliments eux-mêmes. Donc, si vous mangez du pain blanc aujourd'hui ou vous prenez du blé, c'est pas le blé de nos parents. Donc, il y a l'aliment ou l'ingrédient le plus préféré de l'industrie alimentaire, c'est le gluten. Et c'est le gluten purifié. Et donc, et ça aussi, c'est un grand problème avec les nouveaux aliments végétariens ou végans qui utilisent beaucoup de gluten purifié pour que ça tienne ensemble, quoi. Et donc, et si vous avez une boulangerie qui fait des millions de petits pains le matin, il ne faut pas que les machines quelque chose colle, il faut que ça tourne. Donc, un petit Plus pain de aujourd'hui, gluten. il y a 38 additifs, jusqu'à 38 additifs, et pas que seulement de la levure, du sel, du blé et de l'eau, hein, donc, comme dans le passé. Donc, et ça, effectivement, ça crée des nouveaux sensibilités, hypersensibilités alimentaires. Oui. Et ça dégrade le microbiote. Ok. Est-ce que vous pensez aussi que l'hygiène peut-être excessive qu'on a aujourd'hui peut expliquer certaines choses? Je sais que dans le temps, en fait, quand on avait un aliment qui tombait par terre, on se disait, oh, vas-y, mange-le. Aujourd'hui, c'est non, surtout pas. Est-ce que, en fait, aussi notre hygiène n'est pas aussi un peu coupable? C'est possible, oui. Bon, il y a des études qui montrent qu'effectivement, avec des hygiènes excessives, la susceptibilité allergique monte. Donc, Ok. c'est possible. Oui. De toute façon, tout ce qui détruit des bactéries va aussi détruire notre microbiote, c'est clair, hein. Donc, il faut faire attention à ne pas Typiquement, exagérer. les gens qui font des cures d'antibiotiques un peu extrêmes aussi peuvent avoir ce genre de problèmes qui peuvent arriver parce que le microbiote va être impacté. Aujourd'hui, je sais que les médecins n'ont pas systématiquement le réflexe de proposer des probiotiques, par exemple, après une prise d'antibiotiques. Ça peut aussi, par effet domino, par effet cascade, sur le moyen terme, long terme, emmener des hypersensibilités alimentaires aussi. Oui, tout à fait. Et un autre médicament qui est en cause, c'est les anti-PPI, donc les inhibiteurs de protones, là, donc les antiacides que plus de 50% en fait des gens consomment aujourd'hui, et surtout quand on est un peu plus âgé, donc pour inhiber donc l'acide de l'estomac, la production d'acide dans l'estomac. Et cet acide dans l'estomac, c'est un processus clé de la digestion. Donc, parce qu'il y a une section des protéines qui ne peut être cassée à ce moment-là. Et s'il n'y a pas d'acide, donc il n'y a pas de pepsine. Et s'il n'y a pas de pepsine, il n'y a pas cette dégradation des protéines. Ce qui veut dire qu'il y a des protéines non digérables qui sont présentées au niveau de l'intestin grêle au système immunitaire. Ce qui aussi, donc, amène plus d'hypersensibilité alimentaire que dans le passé. OK. Est-ce que tous les aliments peuvent provoquer des hypersensibilités? Est-ce qu'il y a des aliments qui sont particulièrement impliqués? Tout à l'heure, vous avez parlé de l'exemple de la fraise pour les allergies alimentaires, mais je sais qu'on parle souvent aussi des œufs. Là, vous avez parlé du gluten, par exemple. Est-ce qu'il y a une certaine famille d'aliments ou certains aliments qui sont un peu le best-of des problèmes d'hypersensibilité alimentaire et inversement d'autres qui ne sont quasiment jamais concernés? Oui, tout à fait. Donc, mais disons, potentiellement, chaque aliment peut être antigénique. Donc, mais effectivement, donc, il y a des aliments qui sortent plus souvent que d'autres. Bon, pourquoi? Bon,
d'un côté parce qu'ils sont beaucoup plus fréquemment consommés ou quasiment quotidiennement consommés, donc le contact est plus grand. Donc c'est clair que ces aliments-là vont sortir un peu plus souvent, mais aussi dans ces aliments-là, il y a des différences. Donc les top 5, je dirais, c'est les produits laitiers, donc tout ce qui est produits laitiers. Et quand je dis produits laitiers, c'est pas nécessairement que la caséine. Donc il y a encore d'autres protéines principales qui sont dans le lait, une trentaine, qui peuvent être antigéniques, donc qui peuvent le faire. Donc c'est pas toujours la caséine. Bien sûr le gluten, bien sûr les œufs, la levure. Donc ce sont en fait les top 5. Puis il y a encore un peu de soja. Les aliments qui sont les moins disons, les plus consommés et les moins hypersensibles sont, en fait, c'est les viandes. Donc, on trouve effectivement dans les viandes et aussi les poissons, donc très souvent des réactions négatives, mais on trouve beaucoup plus de positifs chez les végétaux, donc sur les protéines végétales. Bon, je ne veux pas dire qu'il faut manger de la viande, hein, mais vous m'avez dit quels sont ceux qui sont les plus souvent positifs. Ben, c'est les 5 que je vous ai dit, plus pas mal de légumes et aussi des amandes. Donc, les amandes, par exemple, c'est aussi quelque chose qui est très souvent positif. Ok, intéressant. Et donc, vous disiez que le fait d'en consommer souvent, ça peut statistiquement augmenter le risque d'hypersensibilité. Moi, par exemple, je mange très souvent des œufs. Je dois manger plus d'une dizaine par semaine. Je pense ne pas avoir de problème particulier. Je pense aussi avoir un intestin en bonne santé. Mais inversement, quelqu'un qui consomme très souvent un aliment et qui n'a pas un intestin en très bonne santé, il y a de fortes chances que cet aliment devienne problématique sur le long terme. Oui, effectivement, oui. Mais je pense que les aliments les plus problématiques sont ceux où il y a une certaine dépendance. C'est-à-dire, quand j'ai un patient qui me demande est-ce que vous pensez que blablabla, donc je lui dis mais est-ce que vous êtes prêt à éviter les fromages ou le chocolat ou ainsi de suite? Et il dit oh non, pas du tout, c'est pas possible. Quand ça devient un problème. Donc là, je sais déjà que c'est un aliment qui sortira positif. Mais moi, par exemple, je mange beaucoup de pommes de terre et je mangeais beaucoup de pommes de terre, mais je suis complètement négatif aux pommes de terre. Hein, donc, et justement, donc il y a pas mal de gens qui nous critiquent, qui disent voilà, mais c'est le reflet de la bouffe de la veille ou c'est normal qu'on a des anticorps contre quelque chose qu'on mange régulièrement. Non, c'est pas vrai. D'abord, c'est pas le résultat de la bouffe de la veille parce que ça vous prend quand même 3 semaines pour produire des anticorps, donc ça ne peut pas être la bouffe de la veille. Et le deuxième point, c'est que maintenant j'ai perdu mon fil. Oui, parce que vous disiez qu'en fait, il y a des critiques sur le fait que certaines personnes disent que les tests IgG en fait sont pas pertinents parce que dès qu'on mange un aliment, on va avoir forcément des IgG qui vont être produits. Et si ce serait vrai, donc chacun d'entre nous devrait avoir des réactions positives contre le lait de vache, ou le gluten, ou la levure, ou de la salade. On mange quand même pas mal de salade aussi, ou des oranges, et ainsi de suite. Mais là, donc, par exemple, au Luxembourg et en Allemagne, on mange beaucoup de porc. Mais là, on est à 3%. Donc, 3% des gens sont positifs à ces trucs-là. Une dizaine, peut-être, ont une réaction contre l'orange ou 7 contre la salade. Donc, c'est pas vrai que ce qu'on mange est nécessairement positif. Donc, beaucoup de gens sont surpris de voir que certains aliments qu'ils consomment régulièrement ne sortent pas du tout, ne sont pas un problème. Donc, et c'est là aussi l'importance de faire un test pareil, parce que c'est pas de la devinette. Si on commence à deviner, on sortira jamais. Bon, je vous donne un exemple. Donc, on avait fait une étude sur la migraine. Donc, et on a fait ça à l'université à Istanbul. Donc, le professeur, il a recruté des personnes. Il y avait une journaliste où il disait, je ne sais pas si elle pourra faire parce qu'elle voyage beaucoup et ainsi de suite. Bon, on a fait le test et on a vu chez elle, par exemple, c'était la papaye qui sortait. Bon, la papaye, d'abord, n'est pas disponible, à l'époque, n'était pas disponible en Turquie. Et deuxièmement, c'est un aliment qui sort très, très rarement positif.
Et On mange pas de la papaye tous les jours, quoi. non, mais elle le Normalement. faisait parce qu'elle était OK. journaliste en Asie. Donc, et quand elle voyageait, elle était 2 semaines par mois, elle était en Asie. Et là, elle a mangé à gogo tous les matins pour son petit déjeuner. Et c'était aussi là où elle a eu de la migraine, quoi. Quand elle retournait en Turquie, il n'y avait plus de migraine. Là-bas, il y avait de la migraine. Et donc, on a fait un test de provocation quand elle est revenue et c'était clairement la papaye. Donc, vous voyez, donc, c'est très, très individuel. Et donc, c'est important de faire un test si on a des problèmes chroniques, de faire un test pareil et d'éliminer vraiment les aliments positifs qui sortent positifs. Donc, ça, c'est quelque chose OK. d'important. Alors justement, c'est intéressant que vous en parliez. Donc l'entreprise pour laquelle, vous intervenez, ImmuPro, propose ce genre de test justement. Comment ça marche concrètement ces tests, comment ça fonctionne en pratique? Et derrière, en fait, c'est quoi le protocole pour, une fois qu'on a le résultat? Vous parliez donc, d'éviction. J'imagine qu'il y a des périodes donc d'éviction, relativement courtes juste pour tester et ensuite peut-être un peu plus longues aussi derrière, pour les personnes qui sont vraiment très positifs? Oui, donc en fait, c'est une prise de sang. Donc, on fait une prise de sang, soit sur buvard, donc sang capillaire dans le doigt, pour les petits panels, ou on aura besoin du sérum pour les grands tests. Et bon, donc, et dans le labo, donc, on met en contact des extraits alimentaires avec votre sang. Et puisque les anticorps, ils sont spécifiques, donc c'est-à-dire ils reconnaissent en général qu'un seul aliment. S'ils sont présents, ben, ils vont se poser là-dessus et avec un deuxième anticorps, on peut révéler avec un chromogène cette réaction-là. Donc, c'est un test qui s'appelle ELISA. Donc, c'est quelque chose de très connu et très robuste du niveau technique. Et voilà, et en pratique, donc, vous recevez donc un résultat où c'est un résultat chiffré, donc c'est un résultat avec des concentrations en milligrammes par litre d'anticorps. Euh, Chaque aliment a son propre seuil parce que vous avez des aliments qui ont une dizaine d'épitopes, donc sites de réaction où l'anticorps peut se fixer. Il y en a d'autres comme le sésame qui en a une seule. Donc, clairement, donc si vous avez une réaction, donc cette réaction va être beaucoup plus prononcée sur l'un que sur l'autre au niveau visuel de la technique. Donc, pour ça, donc chaque aliment a son seuil spécifique. Puis donc, quand il est positif, nous vous recommandons de l'éviter. Parce que la seule chance d'améliorer la situation, c'est effectivement d'éliminer ces aliments de votre alimentation. Pendant Donc, combien de temps à peu près? Combien ben, de temps on élimine? voilà. Et donc là, maintenant, on vient déjà à la différence de nos tests par rapport à la concurrence. C'est-à-dire, on a, avec les résultats, vous recevez tout un concept, toute une marche à suivre. Donc, on sait que pas chaque aliment cause un problème, positif cause un problème. Donc, c'est pas, à moins que vous voulez perdre du poids, là, c'est autre chose. Mais sinon, par exemple, quand moi j'ai fait le test, j'avais une demi-douzaine de problèmes que j'ai identifiés comme problèmes de santé, mais je vais aussi identifier 6 aliments différents qui causaient ces différentes choses. Donc, c'est pas que la levure va vous mettre, si vous avez une réaction contre la levure, elle va vous faire de la migraine, des problèmes dans les articulations et de la diarrhée. Donc, non, c'est pas ça. Donc là, vous aurez d'autres aliments qui vont être en cause. Donc, et puisqu'on sait ça, on a dit, voilà, et il y en a d'autres qui font rien du tout parce que faut savoir que les antigènes qu'on utilise sont des antigènes natifs. Donc, ils ne sont pas encore digérés. Et il y a des réactions croisées entre ces antigènes natifs, par exemple, avec du pollen. Donc, il y a des pollens qui peuvent interagir avec les aliments-là, mais bien sûr, dépendamment de l'antigène, quand il est cuit ou digéré, ben, il sera plus actif. Donc, il sortira positif dans le test, mais en vérité, ce sera pas ce qu'on appelle un aliment déclencheur, donc il n'aura pas une signification clinique. Et justement, pour mieux donc définir ces déclencheurs-là, on a dit voilà, on va faire une éviction pendant 5 à 8 semaines.
5 à 8 semaines, parce qu'on sait qu'après 5 semaines, les anticorps ne sont pas encore partis, donc ils sont toujours là. Mais dans toutes les études qu'on a faites, on a vu que dans plus de 90% des symptômes, on a une amélioration au moins après 3 semaines. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a qui disparaissent dans la semaine, mais il y en a d'autres qui prennent un peu plus longtemps. Mais après 3 semaines, on pourra dire qu'effectivement, si l'aliment était en cause, les symptômes se sont améliorés. Donc, on garde encore 2 semaines supplémentaires. Et puis, pourquoi entre 5 et 8 semaines? Tout simplement pour avoir la possibilité de faire son rendez-vous avec son médecin pour en discuter. Donc, c'est ça la raison. Et après, donc, justement, pour identifier les vrais déclencheurs dans ces aliments positifs, on propose une phase de réintroduction ou phase de provocation. En fait, c'est aussi une stratégie classique des allergologues, donc les tests de provocation. En fait, les tests de provocation, c'est la seule possibilité de vérifier et d'identifier les aliments qui causent les problèmes. Donc là, on les fait un par un, j'imagine, pour pas Voilà, qu'il y ait de perturbations. Donc, voilà. Par exemple, si vous avez la pomme, donc vous mangez 2-3 pommes pendant un jour, vous observez votre poids, parce que, comme j'avais dit au début, le poids est très important. Donc, si vous avez une augmentation du poids le lendemain, c'est déjà un signe que vous avez que cette réaction est vraie et cliniquement significative. Et c'est surtout important si vous voulez perdre du poids. Et vous observez vos symptômes qui ont disparu dans les 3 semaines précédentes ou 5 semaines précédentes, s'il y a une réapparition de symptômes ou pas. Donc, puisque les anticorps sont toujours présents à plus ou moins la même concentration, donc vous allez sentir cette réaction s'il y en a une. Et si c'est le cas, donc si vous avez une réaction qui réapparaisse et une augmentation du poids, plus d'1,5 kg le lendemain, ça veut dire que c'est un déclencheur. Et cet aliment-là, il faut effectivement l'éviter pendant au moins 1 an pour éliminer tous les anticorps circulants. Si vous voulez vous éliminer ou guérir de votre hypersensibilité, il faut effectivement l'éviter pendant 2 ans. Parce que 2 ans. 2 ans. 2 ans, pourquoi? Parce qu'il y a des cellules mémoire. Donc, le système immunitaire a des cellules lymphocytaires mémoire qui ont une durée de vie d'environ 2 ans. Donc, et si eux, ils meurent, le système immunitaire ne sait plus qu'il faudra attaquer cet aliment-là. Si vous n'attendez pas, bon, vous pouvez le réintroduire, mais si vous le reconsommez chaque jour, dans 3-4 semaines, vous serez au début de votre démarche. Donc, D'accord. Donc, ça vaut la peine, effectivement, de les éviter ou bien de les consommer pas trop régulièrement. Donc, si on les consomme une fois par semaine ou tous les 2 semaines ou une fois par mois, il n'y a pas de souci. Mais si on les recommence à consommer chaque jour, vous allez retomber dans le même puits. D'accord. Et donc, une personne peut vraiment guérir, au sens littéral, d'une hypersensibilité à un aliment suite à une longue éviction. Normalement, à la fin, il y a une sorte de garantie ou pas? Garantie? Non, il n'y a jamais de garantie. En médecine, il n'y a pas de garantie. Hein. Moi, personnellement, je n'ai plus aucune réaction aujourd'hui. Donc, j'en avais 41 au début, mais maintenant, j'en ai plus. Ceci dit, il y a quand même encore l'un ou l'autre aliment qui me crée des problèmes, bien que le test est devenu négatif. Il n'y en a pas beaucoup. C'est principalement la levure qui me fait extrêmement gonfler. Mais aussi, le taux des anticorps n'est pas 0. Hein, il est quand même détectable, mais il est en dessous du seuil. Et je pense qu'effectivement, donc, disons, la spécificité et sensibilité du test est particulièrement bonne et importante quand on n'a pas encore fait une éviction comme moi pendant 20 ans. Donc, si on le fait la première fois, votre résultat est hyper fiable. Quand vous le faites, parce que ça, c'est toujours un petit peu difficile pour les gens de comprendre, c'est un résultat biologique. Ce n'est pas un diagnostic d'une maladie. Donc, ceci dit, si vous éliminez un aliment pendant très longtemps, donc allez, plus d'1 an, vous allez plus avoir d'anticorps ou ils ne sont plus là. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est vraiment guéri. Donc, parce que, comme j'ai dit, quand vous reconsommez régulièrement l'aliment, il y aura une reproduction d'anticorps et vous allez avoir. Et il y a aussi un autre aspect, c'est la sensibilité du tissu.
Donc, il y a des tissus qui sont, par exemple, moi j'ai eu un problème au niveau des coudes. J'ai eu des tendinites vraiment aiguës pendant 2 ans et je n'arrivais pas à les guérir. Hein. J'avais tout fait, quoi. Et là, il y avait un autre labo qui est venu me présenter un test beaucoup moins cher. Et j'ai fait le test et j'ai vu, bon, moi j'avais, bon, chez eux, j'avais beaucoup de réactions, entre autres, mais j'étais négatif au gluten. Dans mes pros, j'avais très peu de réactions, mais j'étais positif au gluten, mais pas beaucoup, un peu. Donc, c'était 20% au-dessus du seuil. Le fait, c'est que je n'en mangeais pas beaucoup parce que j'étais intolérant à la levure, donc le blé et la levure se marient très bien. Donc, Souvent, j'ai ouais. mangé bon, pas de pain, par exemple, hein, pas de pain, pas de bière, toutes ces choses-là, j'ai pas mangé. J'ai mangé tous les 10 jours un plat de pâtes ou des petits biscuits de temps en temps, mais pas plus. Mais j'avais quand même plus que 2 ou 3 fois par semaine, j'avais un contact avec le gluten, quoi. Donc, c'était pas assez pour avoir des taux très élevés, mais c'était assez pour que ces complexes humains se déposent dans mon coude, sur mes tendons, et continuent à inflammer le tendon. En tout cas, 2 semaines après avoir évité le gluten, les douleurs ont disparu. Et donc, et là, donc, j'ai fait notre pratique, donc j'ai encore continué pendant 2-3 semaines, et puis j'ai consommé du gluten, donc un plateau de spaghettis, un plat de spaghettis. 1 jour et demi plus tard, c'est revenu. Ah oui. Donc, et ça, j'ai répété pendant 2 mois, et à chaque fois, c'était la même chose. Donc, je savais que mon test était correct, le test du concurrent n'était pas correct. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, donc, j'ai continué à éviter le gluten pendant plus de 2 ans. Et aujourd'hui, je peux en manger et j'ai aucun problème. Donc, la D'accord. sensibilité de mon tendon a disparu. Donc, pour ce symptôme-là, le gluten n'est plus un problème. Donc, vous avez guéri votre tendinite en enlevant le gluten pendant 2 ans et aujourd'hui, c'est résolu. Et quand on voit aujourd'hui le nombre de personnes qui mangent du gluten matin, midi et soir, tous les jours, et qui ont plein de problèmes de santé, je pense qu'il y a forcément un lien de cause à effet, quoi. C'est effectivement, le gluten étant comme vous le disiez tout à l'heure, quand même une molécule particulière qui a beaucoup plus de présence aujourd'hui, qu'on retrouve massivement dans l'alimentation et pas que dans les produits boulangerie et dans les produits ultra transformés. Donc, on n'a jamais autant consommé de gluten de toute l'histoire de l'humanité, je pense. Donc clairement, c'est... Oui, le grand problème du gluten, c'est qu'il y a une très forte réaction croisée des anticorps qui reconnaissent le gluten et des protéines du soi, donc des auto-anticorps. Donc, si vous regardez les complications d'une maladie cœliaque, par exemple, vous trouverez quasiment toutes les maladies auto-immunes possibles. Et il y a des très, très belles publications de Vojdani, par exemple, qui montrent qu'effectivement, le gluten, il a des réactions croisées contre énormément de protéines ou de surfaces cellulaires humains, qui justement, donc, si on a des anticorps contre le gluten, on va aussi développer donc des pathologies auto-immunes contre ces trucs-là. Et par exemple, dans l'Hashimoto, c'est clair. J'allais vous en parler, ouais. Voilà. Donc, l'Hashimoto est toujours déclaré comme une maladie auto-immune. Pour moi, ce n'est pas une maladie auto-immune. D'abord, il faut. Et là, donc, la médecine, parfois, elle fait des raccourcis qui, à mon avis, ne sont pas corrects. Donc, on dit que c'est une maladie auto-immune. Pourquoi? Parce qu'on détecte des anticorps anti-TPO. Donc, c'est une molécule qui se trouve à l'intérieur de la cellule La thyroïdienne. thyroïde. Voilà. Donc, comment ça se fait qu'un anticorps puisse reconnaître une molécule qui est à l'intérieur d'une cellule? C'est pas possible. Parce que l'anticorps ne peut pas pénétrer la cellule. Donc, il faut que cette molécule soit libérée. Quand il y a une cellule qui meurt normalement, donc ce qu'on appelle apoptose, il n'y aura pas de signaux inflammatoires au niveau du système immunitaire. Mais quand vous détruisez une cellule activement de l'extérieur, par exemple, soit par des radicaux libres ou par d'autres trucs, cette molécule est libérée dans le sang et c'est là qu'elle est reconnue et, comme non-soi et adverse et qu'on commence à faire des anticorps.
Et pour le Hashimoto, c'est justement ça. Donc, c'est quoi le début d'un Hashimoto? Bon, dans le temps, on disait c'est une infection chlamydia, c'est un virus. Bon, ça peut. Il y a tant de possibilités aujourd'hui qui sont possibles pour démarrer donc une inflammation de la thyroïde, mais c'est pas clair que c'est le même antigène ou la même cause qui continue à détruire ce truc. Mais si vous avez des complexes humains circulants, donc un anticorps, un antigène, qui reconnaît qu'il y a une surface activée et qui se colle là-dessus, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Après, les cellules phagocytaires, ils vont venir et ils vont détruire ce complexe. Mais à la même temps, ils vont aussi détruire un petit peu du tissu environnant. Et c'est comme ça que, effectivement, donc, ce processus devient chronique. Et on a vu, bon, le docteur Mussy de Paris, par exemple, il a eu des cas spectaculaires. Donc, une femme qui avait plus de 3000, je crois, ou quelque chose comme ça, d'anti-TPO, donc extrêmement haute, qui avait un Hashimoto depuis 15 ans. Son TSH était à 0,9, donc le médecin traitant était très satisfait, mais elle souffrait comme tout, quoi. Elle avait des douleurs, elle ne pouvait pas croiser les genoux, les jambes, elle perdait les cheveux, et ainsi de suite. Donc, il lui a fait faire un test d'Imipro. 3 semaines après l'éviction de certains aliments, ben, la femme était en pleine forme. Donc, tous ces symptômes disparaissent rapidement parce qu'il n'y avait justement plus cette inflammation chronique qui était présente. Et au bout de 6 mois, son taux de TPO passait à 150 ou quelque chose. Donc, il a pratiquement diminué de 90%. Donc, c'est incroyable. Et il y a eu une autre patiente avec un Hashimoto précoce. Et là, le taux était à 300 quelque chose de TPO. Après 6 mois, il était à 32. Donc, il était complètement négatif et la femme était complètement guérie. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous conseillerez à une personne qui a une maladie auto-immune, quelle qu'elle soit, on parlait d'Hashimoto, mais ça peut être n'importe quelle autre maladie auto-immune, est-ce que vous lui conseilleriez, dans le doute, de faire un test d'intolérance alimentaire pour vérifier si les sources du problème ne viendraient pas effectivement d'une hypersensibilité alimentaire? Absolument, absolument. Donc, dans le temps où j'étais encore au labo, donc on a suivi des gens avec des maladies, des lupus par exemple, avec des anticorps antinucléaires à 600 ou 800. 6 mois après, il était à 30, il était à 20, donc il était négatif. Donc, chaque maladie auto-immune peut profiter d'une éviction alimentaire basée aux IgG. Effectivement. Ouais. C'est fou parce que ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit. Enfin, genre quelqu'un qui va consulter un médecin pour une maladie auto-immune, jamais on va lui dire ça en fait. Non, je sais bien. Non, je sais bien, mais c'est le cas. Donc, moi, je pense que les maladies auto-immunes, c'est la première indication. Aujourd'hui, pour moi, c'est la première indication. Bon, les problèmes digestifs aussi, bien sûr, ou des douleurs chroniques aussi. Mais je pense qu'effectivement, parce que pour la plupart des maladies auto-immunes, il n'y a pas de remède. Donc, c'est des médicaments extrêmement lourds, anti-inflammatoires. Et si je peux travailler sur l'inflammation d'un côté non médical, non médicamenteux, par exemple, où j'ai l'outil de diminuer l'inflammation, ben, c'est déjà gagné. Je ne veux pas dire qu'on va, par exemple, la maladie de Crohn. Donc, on a fait des études de maladie de Crohn en Allemagne et aussi encore une fois en Turquie. Et là, donc, on a vu des améliorations spectaculaires. Et on a même, en Turquie, on a même pu prouver que l'aliment peut induire la pathologie. Donc, c'était une gastro-entérologue à l'université d'Istanbul qui traitait des centaines de personnes avec des maladies de Crohn et qui leur a fait faire donc un test d'Imipro et qui les a complètement guéris, qui les a guéris pendant 1 an. Ils restaient sans symptômes. Et puis, donc, elle les a demandé de refaire un test Imipro pour voir s'il y a encore des aliments qui sortent positifs ou pas. Et donc, il était d'accord. Et donc, sur ces patients-là, donc, on a fait des tests de provocation. Donc, sur 6 jours, on leur a donné 3 aliments et 3 additifs qui étaient positifs. Et tous ont développé dans ces 6 jours des symptômes à nouveau de la maladie de Crohn au niveau biologique. Donc, la calprotectine, qui est une molécule
spécifique pour l'inflammation intestinale, elle a augmenté de 300% dans les 6 jours. Les leucocytes ont augmenté. Il y avait même elle a fait de l'histologie qui était aussi positive. Donc, c'était clair que sur ces patients en rémission, seule la prise de ces aliments-là causait donc à nouveau donc la maladie de Crohn. Et dans une étude en Allemagne, on a aussi bien démontré que l'inverse, donc en éliminant les aliments positifs, que la symptomologie s'améliorait significativement. C'est assez fou ça. Et souvent, les maladies auto-immunes ont comme spécificité d'avoir des sortes de poussées. C'est-à-dire qu'un jour, un patient va avoir sa maladie qui va être exacerbée de façon assez spectaculaire. Et du coup, on pourrait imaginer que c'est parce que sans qu'il se rende compte, mais peut-être que la veille, il a mangé l'aliment qui était problématique. Sur le coup, tout se passe bien, mais le lendemain, en fait, ça génère une grosse poussée inflammatoire. Et c'est là que justement, on va avoir les symptômes qui vont être exacerbés. Oui, absolument, oui. Donc, ça pourrait être lié, effectivement. Ouais. Non, c'est super intéressant, ça. Effectivement, ça peut être un grand espoir, on va dire, pour les gens, sans donner de promesses miracles, mais ça peut être au moins un test à faire pour les gens qui ont une maladie auto-immune. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Je pense qu'en général, les personnes qui ont des maladies auto-immunes sont tellement dans des cas un peu graves qu'ils n'ont rien à perdre. Et dans tous les cas, en fait, ils vont peut-être trouver des choses et ça va forcément. Enfin, il y a de fortes chances que ça aille mieux, en fait, ensuite, quoi. Ouais. Parce que si on calme l'inflammation à bas grade, comme on l'avait dit, en général, les inflammations liées aux maladies auto-immunes diminuent aussi, quoi. Mais ceci dit, hein, c'est pas un truc miracle, hein, donc non. Et c'est pas le seul aspect qui peut contribuer à une maladie auto-immune. Donc tout à fait. Mais ça, comme j'ai expliqué, c'est mieux que rien. En fait, ça peut toujours être un axe intéressant à rechercher, quoi. Ce que je recommande toujours à des gens avec des problèmes là, c'est donc aussi regarder dans la bouche. Donc, si on a encore des amalgames dans la bouche, par exemple, donc, et toutes ces problématiques-là sont aussi importantes. Donc, ce n'est pas que les aliments. Et aussi parfois, donc, et ça pourrait être intéressant aussi de faire de tests alimentaires. On voit donc, comme je l'ai dit déjà, des réactions croisées à des non-aliments. Hein, donc, et ça se peut que ces réactions croisées, qui peuvent être cliniquement significatives, peuvent être aussi à la source du problème. Donc, par exemple, on a eu un problème avec une dentiste qui était au sud de la France, qui réagissait excessivement sur tout ce qui était moisissure. Donc, aussi donc, au niveau clinique. Donc, quand elle traitait quelqu'un avec un candida ou avec un problème avec une muqueuse, elle était immédiatement affectée. Et dans son test, on a vu une réaction énorme contre l'Aspergillus niger. Donc, et bon, c'est un fongique qui est utilisé dans l'industrie alimentaire pour extraire pas mal d'enzymes. Ça, c'est une chose, mais c'est aussi donc une bestiole qui se prolifère dans des milieux humides. Donc, quand vous regardez votre douche et il y a des traces noires, ben, c'est de l'aspergillus. Donc, et donc là, j'ai regardé sur Google où elle habite, et elle habitait effectivement au bord d'une rivière. Et donc, je l'ai appelée, je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous n'avez jamais été inondé? Et elle a dit, oui, il y a 5 ou 6 ans, mais tout est résolu. Et je dis, vous avez quoi comme maison? L'humidité est restée, en fait, sûrement. C'est une maison de pierre et tout ça. Et donc, oui, parce que bon, j'étais aussi très actif dans la médecine de l'environnement. Donc là, effectivement, on a vu des choses. Hein. Et c'est ça. Donc, en fait, le seul conseil était de déménager. Hein, parce que cette maison-là, c'était une vieille bâtisse. Vous n'arrivez jamais à la faire sec. Donc. Ok. C'est fou. Ces petits détails du quotidien qui peuvent tout changer. Aussi intéressant peut-être pour notre public, c'est la réaction contre les huîtres ou les homards, par exemple. Donc, on a eu des gens qui ont des réactions très, très fortes contre les huîtres ou tout ce qui est fruits de mer, en fait. Beaucoup de fruits de mer qui sont positifs. C'est un grand classique, ça, ouais. Mais je déteste, je n'en mange jamais, ou je ne peux pas me payer les huîtres, c'est trop cher, ou j'en mange jamais. Alors, mais dans ce cas-là, c'est une réaction croisée contre les acariens. Donc, les dermatophytes et les acariens, en fait, c'est les insectes de la mer et ils ont
les crustacés, c'est les insectes de la mer, quoi, et ils ont le même antigène, la tropomyosine, que les acariens. Donc, si vous faites un test d'allergie anti-acarien, ben, c'est la tropomyosine qui est testée. Et c'est aussi la tropomyosine qui est, disons, l'antigène principal de toutes les crustacés. Et donc là, le conseil est, bon, puisque vous mangez pas d'huîtres ou d'homards, c'est pas la peine de les éviter, mais changez votre matelas, changez votre coussin, utilisez un drap anti-acarien, par exemple, et les problèmes sont résolus. Donc, Incroyable. Comme quoi, il y a des solutions parfois un peu auxquelles on ne s'attend pas forcément. Résoudre son intolérance au homard en changeant de literie, c'est marrant. voilà, ouais, c'est marrant, mais c'est très efficace. C'est très efficace. Ok. Pour conclure, quels conseils vous pourriez donner en fait aux personnes qui nous écoutent, qui ont aujourd'hui des allergies, enfin, on va dire des hypersensibilités alimentaires, au-delà de faire un test, hein, d'ailleurs, petite parenthèse, parce que tout à l'heure on l'a pas dit quand on parlait du test ImuPro, c'est un test qu'on peut faire soi-même en fait, il n'y a pas forcément besoin d'aller dans un laboratoire, on reçoit ça par la poste et on fait le test et on le renvoie ensuite et voilà, il n'y a pas besoin normalement de présence médicale. C'est un petit test à faire, on prend une goutte de sang sur son doigt, je crois, c'est ça? Oui, bon, pour les petits tests, c'est ça, mais pour les grands tests, donc, bon, on a des panels qui varient entre 22 aliments et 270 aliments. Donc, les 22 aliments, c'est plutôt un test d'indication. Est-ce que ça vaut la peine que je continue? Hein, bon, il y a des gens qui, mais bon, pour ceux qui n'ont pas d'argent, c'est déjà pas mal parce que il y a les détails, il y a déjà des importants dedans. Moi, je préfère le 90. Qui est le test du milieu, parce qu'il regroupe plus ou moins 90% des aliments les plus souvent positifs et aussi les plus souvent consommés. Et pour la grande majorité des cas, c'est suffisant. Pour ceux qui ont des habitudes nutritionnelles plus spéciales ou des problématiques plus compliquées, je recommanderais quand même le grand test. Tout simplement parce que il vous donnera donc une idée des aliments à éviter, mais surtout, il vous donnera aussi donc le panier alimentaire que vous pouvez consommer en sécurité. Et avec ça, et avec une application qu'on a mis donc en place qui s'appelle Menu Fourmi, cette application va vous créer des recettes qui ne contiennent que des aliments autorisés. Ah, c'est génial ça. Ça, c'est bien, parce qu'effectivement, je pense que le problème des gens, c'est de se dire qu'est-ce que je peux manger maintenant, quoi. Voilà, j'ai plus d'idées. Voilà. Et donc, et là, donc, je pense que ça, c'est de la force aussi, bon, à part de la qualité du test, mais c'est de la force de DimuPro, c'est ce qu'on appelle le post-test. Donc, c'est-à-dire, après avoir reçu vos résultats, vous recevez d'abord un guide comment mettre en œuvre, donc tout est extrêmement bien expliqué. Bon, pas tous les gens les lisent, c'est vrai, mais toutes les informations sont dedans. Puis il y a donc cette application donc qu'on peut télécharger pour avoir ces recettes individualisées, et il y a un numéro de téléphone donc où vous pouvez appeler donc notre service post-test, où il y a des diététiciennes et des gens qualifiés pour répondre à toutes sortes de questions que vous pouvez avoir. Et c'est ça la grande différence entre nos tests et la concurrence. La concurrence, en principe, va vous donner un tableau de résultats positif, négatif ou intermédiaire ou dépendamment. Donc, mais ça s'arrête plutôt à ça. Et souvent, donc, des gens de la concurrence, donc des patients nous appellent pour avoir des conseils. Bon, c'est pas le but, hein, mais effectivement, donc c'est là où on est un peu différent, donc c'est-à-dire c'est l'accompagnement après test. Et je pense que c'est essentiel parce que sans un accompagnement, et ça, je pense que certains de nos critiqueurs ont raison, donc avoir seul le résultat dans la main, parfois, les gens ne savent rien en faire, hein, parce qu'ils ne sont pas assez intéressés à l'alimentation, ils ne savent pas cuisiner ou ils ne sont jamais intéressés, ils ne savent pas dans quel produit se trouve tel et tel ingrédient. Et tout ça est expliqué et tout ça, on peut les accompagner. Génial. Du coup, on mettra le lien dans la description pour les gens qui veulent aller voir tout ça et faire le test avec un souci. Quel conseil, du coup, vous donneriez aujourd'hui à des personnes qui ont des hypersensibilités alimentaires, des conseils généraux de style de vie, on va dire,
pour mieux appréhender tout ça? Quels sont vos meilleurs conseils? Voilà, le meilleur conseil, c'est bon, il y a plusieurs. Hein. Donc, la première, et aussi c'est un pilier de notre concept, c'est la rotation alimentaire. C'est-à-dire ne pas manger chaque jour la même chose. Donc, il y a plusieurs aspects à ça. Donc, surtout si vous faites une élimination d'aliments, donc il ne faut pas, par exemple, maintenant substituer le lait de vache par le lait de soja en permanence. Donc, mais si vous faites ça, vous risquez effectivement de développer une réaction contre le soja si votre intestin n'est pas est trop perméable. Donc changer, c'est-à-dire tester le lait de soja, puis le lait d'amande, puis le lait de noisette, puis le lait de noix de cajou, par exemple, voilà, changer régulièrement. Tout ce qui est autorisé, et ça sur une période de 4 jours. C'est aussi comme ça que notre application Menu4Me travaille. Hein. Donc, elle intègre aussi la rotation. Donc, c'est-à-dire, si aujourd'hui vous mangez du poulet, ben, il n'y aura pas de recette qui vous est proposée jusqu'à 5 jours avec du poulet. Et ceci pour tous les ingrédients. Et ça, c'est la génialité du concept, en fait. Donc, ça, c'est la première chose. Bon, vous évitez bien sûr des intoxications de l'environnement. Donc, si vous bouffez si vous mangez une salade qui est bouffée bourrée de nitrate, chaque jour la même, bon, vous avez un problème de nitrate. Si vous changez de salade, peut-être elle vient d'un autre producteur, elle n'aura pas le même type de nitrate ou de glyphosate ou d'autres toxines de l'environnement. Aussi, quand vous faites donc votre éviction, si vous faites de la rotation, vous risquez pas de faire une erreur dont vous n'êtes pas, dont vous vous rendez pas compte, parce que, par exemple, bon, j'ai vu, par exemple, bon, disons vous pouvez manger des pommes de terre. Bon, si vous achetez des pommes de terre congelées McCain Country Style, eh ben, vous aurez de la levure et du gluten dessus. Vous pensez à manger des pommes de terre, mais ils sont traités au gluten et à la levure. Donc, déjà, donc, ça évite de faire des fautes. Et ça vous évite aussi d'avoir une alimentation monotone, parce que bon, l'alimentation monotone est une des raisons de la dysbiose. Donc, si vous mangez toujours la même chose, ben, les bactéries qui l'aiment vont proliférer. Donc, c'est clair aussi. Voilà, donc ça c'est une chose. L'autre chose, c'est essayer effectivement de manger pas trop de sucre. Donc, manger pas de sucre, c'est le poison numéro 1, je dirais. Essayer de manger ce qu'on appelle anti-inflammatoire, c'est-à-dire de manger des choses avec beaucoup de terpènes, des flavonoïdes, donc des fruits rouges, donc tout ce qui est bon pour tout ce qui est l'huile d'olive. Parce que c'est justement là où, c'est justement au niveau de l'intestin où ces aliments-là ont leur principale activité, c'est-à-dire ils protègent le microbiote et le mot m'échappe, il contribue donc à la prolifération des bonnes bactéries. D'accord. Donc, voilà. Donc, donc là, c'est l'importance de cette alimentation anti-inflammatoire, c'est surtout pour le microbiote. Et le microbiote, comme on l'avait dit, c'est très important pour la perméabilité intestinale. Et donc, pour éviter dans l'avenir et vous le voyez dans mon cas, donc actuellement j'en ai plus, hein, donc j'ai plus de réaction positive et c'est justement comme ça que je mange. Donc je mange très peu de gluten, je mange peu de laitage, je mange beaucoup de fruits et de légumes et voilà, donc c'est bon. Ok, c'est des conseils, ma foi, qui peuvent sembler simples, mais que pas tant de personnes appliquent concrètement au quotidien. C'est souvent ça le problème, c'est que les gens disent oui, c'est bon, je sais, mais quand il faut les appliquer concrètement tous les jours, c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Et aussi le principal pour moi, c'est faites votre bouffe vous-même. Donc cuisiner le plus souvent et le plus sain possible, éviter tout ce qui est transformé. Donc, et c'est vraiment pas beaucoup plus de travail. Hein. Donc moi, je fais ma cuisine chaque jour et ma femme me dit mais pourquoi tu fais toujours si vite? Bon, on peut faire quelque chose de naturel, de très bon dans un quart d'heure, il n'y a aucun souci. Hein. Donc, mais il faut s'y intéresser. Donc ça c'est l'autre. C'est ça. Et il faut pas. Merci beaucoup. Oui.
Pardon? Et il ne faut pas, si possible, bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes monétaires, mais je pense qu'il faut shifter un petit peu euh, ses priorités vers une alimentation plus saine, qui est peut-être un peu plus chère, mais c'est une investition qui se paye après. Ouais. Tout à fait. C'est du temps de gagner sur la vie, sur du temps passé à l'hôpital, sur des médicaments, sur du stress, sur beaucoup Tout à de fait. problèmes qui peuvent être résolus. OK, bah, en tout cas, merci beaucoup, docteur Liniers, pour toutes ces informations, tout cet échange très intéressant. On a appris beaucoup de choses grâce à vous. Merci beaucoup. On mettra du coup le lien du test EMU-Pro en description de cette vidéo pour les gens qui sont intéressés. Et voilà. En tout cas, merci à vous et peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo sur d'autres sujets, qui sait. C'est intéressant. Merci. Merci. Au revoir.